Bonjour tout le monde, je m'appelle Dr. Jamie Snell. Bienvenue à notre deuxième discussion d'experts et mise à jour sur la COVID-19 de la part de l'Alliance mondiale pour la santé de l'Université de Wayne State. Maintenant, juste pour vous rappeler, l'initiative Freedom Cares est un partenariat entre l'Alliance mondiale pour la santé de l'Université de Wayne State et Freedom House. Il s'agit d'un programme conçu pour vous apporter, les résidents de Freedom House, nos ressources en tant que médecins et fournisseurs de soins de santé sous la forme de l'éducation dans le domaine de la santé, de la promotion de la défense de la santé et des consultations en santé pour que vous compreniez mieux et utilisiez le système de santé ici aux États-Unis. En plus de moi-même et de la docteure Nedim Opara, que la plupart d'entre vous connaissent, nous avons aussi aujourd'hui le plaisir d'accueillir Mademoiselle Jewel Tolbert, infirmière bénévole au département de la santé de Détroit. J'espère qu'elle sera disponible à la fin de notre discussion pour répondre à toutes les questions que vous pourriez avoir spécifiquement pour le département de la santé. Elle est en service à l'hôpital en ce moment, alors j'espère qu'elle pourra nous rejoindre au moment opportun. Alors je voulais aussi rendre cette expérience un peu plus intime, car nous préférions de loin être là avec vous, parler face à face. Mais comme nous ne le pouvons pas, nous avons pensé que ce serait une bonne idée de partager un peu plus avec vous qui nous sommes et d'entendre plus sur qui vous êtes avant d'aborder les choses sérieuses. Le programme Freedom Cares jouit du soutien d'un groupe merveilleux de bénévoles de notre cours sur l'équité en santé mondiale et urbaine à l'Université de Wayne State, connu aussi sous le nom GLU. Beaucoup d'entre eux peuvent s'identifier à l'expérience des immigrants ou sont tout simplement passionnés par les questions d'équité en santé mondiale et urbaine. Mais malheureusement, en raison de la distanciation sociale, ils n'ont pas eu le plaisir que nous avons eu de passer du temps à Freedom House. Après tout partenariat réussi se bâtit sur des relations. Alors, je voudrais passer le micro à la docteure Sharmila Segar, une de nos bénévoles associées au Freedom Cares, qui va nous parler un peu d'elle-même et nous aider à mieux faire votre connaissance. Maintenant, pour vous donner un bref aperçu de ce dont on va parler aujourd'hui, on va commencer par examiner quelques préoccupations que vous avez soulevées pendant la dernière session et on va vous mettre au courant du statut de la COVID ici dans la ville de Détroit et dans l'État du Michigan. On discutera des choses que vous avez vues peut-être dans les gros titres, le statut de la réouverture aux États-Unis, la soi-disant deuxième vague d'infection et une mise à jour sur les traitements et les vaccins. On vous fournira des conseils sur des modes de vie sains et à la fin, on tiendra une autre session de questions et réponses qui sera facilitée par la traduction. Alors, on s'est vu il y a environ un mois et à cette session-là, on a eu l'occasion d'entendre directement de votre part certaines de vos questions et préoccupations, spécifiquement concernant l'expérience du test, la quarantaine et l'isolement social. On voulait être sûr d'adresser ces questions et préoccupations et que vous soyez informés de nos réponses. Je dois dire que, en tant que médecin, on a été vraiment impressionnés par vos questions très pertinentes, ce qui a démontré une solide compréhension de la santé et du bien-être. Mais cela nous a également rappelé combien il est difficile pour les membres de la communauté de santé publique de comprendre ce virus et de faire de notre mieux pour assurer la sécurité des gens et à quel point nos ressources sont limitées pour le faire.
Une préoccupation soulevée concernait l'amélioration des conditions sur le site de quarantaine par rapport à la nourriture, à l'eau chaude et au traitement respectueux. Et en réponse à cela, nous avons fourni des commentaires directement au département de la santé publique pour nous assurer qu'ils ont entendu vos voix à travers nous et à quel point les conditions étaient inacceptables sur les sites de quarantaine. Ils travaillent maintenant à avoir une visite d'entretien ménager plus régulièrement pour garder les établissements beaucoup plus propres, en particulier les salles de bain. Ils sont également maintenant plus conscients du fait que, bien que les résidents de Freedom House soient en train de trouver un nouveau logement aux États-Unis, les résidents de Freedom House ne sont pas sans abri, comme on le comprend typiquement en Amérique. Et bien que toutes les personnes méritent d'être traitées avec dignité et respect, les résidents de Freedom House s'attendent à être traités avec la même dignité et le même respect qu'ils sont habitués à recevoir ici à Freedom House et dans leur pays d'origine. Et qu'ils savent que vous n'avez pas eu cette expérience de dignité et respect pendant que vous étiez au site de quarantaine. Ils étaient très sensibles à ces réactions et comprennent à quel point l'expérience était difficile et oppressante en dehors de l'aspect médical. Vous avez également partagé avec nous, vous êtes préoccupé par la pratique du site de quarantaine d'avoir des personnes symptomatiques et asymptomatiques dans le même espace, tout simplement parce que les deux groupes ont eu des résultats positifs. Nous savons que bon nombre des résidents de Freedom House qui ont eu des résultats positifs ne présentaient aucun symptôme et se sentaient très mal à l'aise à l'idée d'être dans le même espace que ceux qui sont beaucoup plus malades. Le département de la santé publique a compris la raison de ce souci après qu'on a partagé cela avec eux et ils ont répondu que c'était une circonstance malheureuse due au manque d'espace et de ressources et ils cherchent des moyens de maintenir la séparation entre ces groupes à l'avenir. Vous avez également mentionné l'expérience de prélèvement sur écouvillon et à quel point cette expérience était inconfortable et vous avez demandé s'il était possible de se l'auto-administrer. Je veux parler de mon expérience personnelle à propos de ce point et combien les tests peuvent être douloureux et inconfortables. En fait, quand je faisais le mien, j'ai frissonné pendant l'exécution et j'avais une larme qui est tombée sur ma joue. Je suis sûre que cette expérience a été similaire pour la plupart d'entre vous. J'ai une amie qui m'a dit que lorsqu'elle a eu le prélèvement, elle a instinctivement saisi la main de l'agent de santé qui effectuait le test pour l'arrêter, juste par réflexe, puis elle a dû s'excuser. Il est inconfortable pour tout le monde. Alors la question a été posée, ceux-ci peuvent-ils être auto-administrés d'une manière moins inconfortable? Malheureusement, la réponse est non. La fiabilité du test, c'est ce qu'on appelle un test PCR viral, n'est pas à 100%. Nous le savons, mais si l'écouvillon ne va pas assez profondément, s'il n'entre pas suffisamment en contact avec la muqueuse de la cavité nasale, alors il peut manquer de capter le virus et on arrive à la conclusion qu'une personne est négative alors qu'en fait, elle a le virus. Nous appelons cela un faux négatif. Cela a tout à voir avec la fiabilité du test, mais aussi avec la qualité de l'écouvillon. Maintenant, il existe d'autres tests où on peut obtenir des échantillons de la bouche, mais malheureusement, ce n'est pas le type de test dont nous disposons. Le point suivant qui a été soulevé était ce souci concernant l'importance de la désinfection des surfaces, étant donné la probabilité
que la transmission de surface soit faible. Il y a quelques semaines, l'Organisation mondiale de la santé et le Center for Disease Control ont publié des déclarations disant que même s'il était possible qu'une personne puisse attraper la COVID-19 en touchant une surface ou un objet infecté par le virus, puis en se touchant la bouche ou le nez ou peut-être les yeux, ce n'est pas considéré comme le principal mode de transmission du virus. Ils ont dit cela afin de souligner que le contact étroit avec une personne atteinte de COVID qui présente des symptômes est le principal mode de transmission du virus. Or, cela ne signifie pas qu'il y a 0% de chance d'attraper la COVID à partir d'une surface contaminée. Cela signifie qu'il n'y a pas de cas ou d'études rapportées qui l'ont prouvé et que même si cela peut se produire, ce n'est pas la voie principale de transmission. Cela étant dit, l'hygiène des mains est l'intervention la plus importante dans les hôpitaux pour contrôler la transmission des infections d'une personne à l'autre, et la bonne hygiène des mains et le nettoyage fréquent des surfaces sont toujours recommandés par l'Organisation mondiale de la santé et le CDC pour continuer à protéger le public. Les 3 derniers points méritent un peu plus de discussion, notamment la réouverture et la deuxième vague, un meilleur dépistage ici à Freedom House autre que la fièvre, et pour ceux qui ont un résultat positif, des conseils sur la vie saine. La réouverture et la deuxième vague. Lors de notre dernière réunion, j'ai partagé une diapositive montrant comment le fait de restreindre les mouvements des personnes par la distanciation sociale, y compris la fermeture d'entreprises et l'arrêt des rassemblements publics, fonctionne pour arrêter la propagation du virus. Dans le coin inférieur gauche de l'écran, les points rouges représentent des personnes infectées propageant le virus à des personnes non infectées ou les points gris à travers la libre circulation. Comme vous pouvez le voir, les points gris deviennent rouges et la propagation du virus est très rapide. Sur le côté droit, les points bleus représentent également des personnes infectées, mais la plupart des points bleus et gris ne bougent pas. Ce mouvement restreint, semblable à la distanciation sociale, ralentit la propagation du virus. Le graphique en haut montre comment la ligne bleue, représentant un mouvement restreint, conduit à moins d'infections que la libre circulation, représentée par la ligne rouge. Nous savons que la distanciation sociale fonctionne, car lorsque nous comparons des endroits qui ont restreint la liberté du mouvement tôt, au début de mars ou même à la fin de février, par rapport à ceux qui l'ont restreinte plus tard, par exemple fin mars, début avril, nous voyons moins de cas de COVID et moins de décès. Et puisqu'aux États-Unis, chaque État a appliqué ses propres restrictions à son propre rythme, ces différences sont apparues. En fait, si l'ensemble du pays avait mis en place des restrictions par rapport à la distanciation sociale en même temps, une semaine plus tôt, en mars, on estime que nous aurions sauvé plus de 30 000 vies. Si la distanciation sociale avait été mise en œuvre dans tout le pays 2 semaines avant la mi-mars, nous aurions sauvé 50 000 personnes de la mort. Maintenant, des mois ont passé, la distanciation sociale a marché, nous avons plus d'équipements de protection individuelle, plus de tests, nous comprenons mieux le traitement et la gestion de la maladie, et donc notre société souffre maintenant de ne pas pouvoir aller à l'école, aller au travail,
passer du temps avec la famille et les amis, et un ralentissement de l'économie. Nous rouvrons donc progressivement et assouplissons ces restrictions. À ce jour, tous les États des États-Unis se sont efforcés de rouvrir, soit dans l'ensemble de leur État, indiqué en bleu, soit dans des régions de l'État, indiquées en jaune avec un ombrage bleu. Et à mesure que les restrictions se relâchent, les experts de la santé s'attendaient à une augmentation du nombre de cas et de décès après avoir initialement constaté une baisse par rapport au pic de l'épidémie. C'est ce qu'on appelle la deuxième vague. Heureusement, au niveau national, nous n'avons pas enregistré de deuxième pic significatif, mais le nombre de nouveaux cas ne diminue plus. En haut de l'écran, nous voyons que les nouveaux cas ont cessé de diminuer et la ligne est quelque peu plate, bien que le nombre de décès continue de diminuer. Ici au Michigan, notre confinement a expiré le 1er juin. Les entreprises ont commencé à rouvrir le 8 juin. D'autres vont rouvrir plus tard cette semaine et l'état d'urgence devrait être levé vendredi. Ce qui est actuellement autorisé est le plein air et les loisirs, notamment les terrains de golf et les marinas, les piscines et les gymnases, les industries telles que la construction, l'immobilier, la fabrication, la vente au détail, les soins personnels tels que les salons de coiffure et les salons de manucure. Les restaurants et les bars sont ouverts avec certaines restrictions ainsi que certains divertissements. Ce retour à la normale a été autorisé parce que notre situation au Michigan s'est améliorée, ce qui est considéré comme la phase 4 de la pandémie. La phase 1 représente une croissance incontrôlée. La phase 2 représente une propagation persistante. La phase 3 concerne l'aplatissement de la courbe quand il n'y a plus d'augmentation dans de nouveaux cas. La phase 4, l'amélioration, où nous sommes maintenant. La phase 5 est des mesures pour limiter la propagation du virus. Et la phase 6, qui est post-pandémique, c'est quand tout devrait revenir à la normale. En fait, certaines parties de l'État du Michigan sont en phase 5, comme les parties occidentales et nordiques, qui offrent encore plus de liberté, et nous espérons y arriver bientôt. C'est tout simplement une diapositive qui explique ce qui est nécessaire pour passer d'une phase à l'autre. Mais il est clair que l'expérience n'a pas été la même dans tous les États en ce qui concerne la réouverture. En bas, une diapositive représente les nouveaux cas en Floride et en haut, les nouveaux cas au Michigan. Comparez le pic important de cas en Floride, qui est en fait plus élevé que le premier pic de cas en avril, à ce que nous voyons ici au Michigan, où les restrictions de la mobilité étaient beaucoup plus strictes et ont été mises en œuvre beaucoup plus tôt. Soit dit en passant, la pointe du Michigan observée le 5 juin est une erreur. Aussi douloureux que cela ait été, au moins ici dans le Michigan, nous avons réussi à aplatir la courbe. Vous pouvez voir que la ligne rouge représente le nombre de nouveaux cas qui augmente à un rythme bien inférieur à ce qu'il était au début de la pandémie. Ce graphique représente également une bonne nouvelle. C'est dans la ville de Détroit, où nous avons eu un total de 11 000 cas et environ 1400 décès. Comme vous pouvez le voir, le nombre de nouveaux cas et de décès continue de diminuer. Maintenant, alors que nous regardons vers l'avenir et essayons d'imaginer un monde qui ressemble un peu à la vie avant Covid, l'un des outils qui nous permettra d'y arriver est le développement d'un vaccin efficace. Un vaccin nous permettrait de traiter la COVID-19 de la même manière que nous traitons la rougeole ou la polio.
et de nous sentir beaucoup plus en sécurité en sortant en public. Cependant, cela a été un peu un défi. Le développement d'un vaccin prend généralement plusieurs années pour prouver que le vaccin fonctionne et qu'il est sûr. Les études actuelles qui étudient les vaccins contre la COVID sont malheureusement très limitées. L'une des études les plus publiées n'a été testée que sur 8 patients. Cependant, des chercheurs britanniques disent qu'il pourrait avoir un vaccin prêt à être utilisé d'urgence dès septembre. Les sociétés pharmaceutiques ont prédit qu'un vaccin destiné à la vaccination en masse pourrait ne pas être disponible avant le début de l'année prochaine. Maintenant, pour discuter de la question des contrôles de température et de fièvre, en particulier ici comme méthode de dépistage à Freedom House. La question a été posée par un des résidents. Y a-t-il d'autres signes vitaux que nous pouvons mesurer pour dépister la COVID? C'était une question très perspicace. Le monsieur craignait que si quelqu'un passait beaucoup de temps à l'extérieur quand il faisait chaud, ou s'il prenait une douche chaude et puis sa température était vérifiée, peut-être que sa température suggérerait qu'il avait de la fièvre, alors qu'en fait ce n'était pas le cas, et on l'envoie de manière inappropriée sur la voie de la mise en quarantaine. Donc la question de monsieur était, y a-t-il d'autres signes vitaux qui peuvent être mesurés, qui peuvent dépister la COVID-19, qui pourraient être plus fiables que de vérifier la température? Alors, regardons quelques faits. La grande majorité des patients atteints d'une maladie modérée ou sévère ont une fièvre, 80% en effet, ce qui en fait le symptôme le plus courant associé à la maladie. Ceux qui n'ont que des cas bénins de COVID-19 ont en réalité une respiration normale et des difficultés respiratoires ne sont présentes que dans environ 5% des cas modérés et 44% des cas graves. Les changements de pression artérielle ou de fréquence cardiaque ne se produisent que tard dans la maladie ou pour ceux qui sont très malades. En plus de poser des questions sur les symptômes, la vérification de la fièvre est le meilleur moyen d'identifier précocement les personnes susceptibles de souffrir de COVID avant qu'elle ne se propage aux autres. Une température supérieure à 38 degrés Celsius est rare sans infection ni maladie. Même si vous passez beaucoup de temps à l'extérieur quand il fait chaud ou prenez une douche chaude, votre température peut atteindre 37 ou 37,5, mais 38 est extrêmement rare. Et comme le test n'est pas précis à 100%, en fait, 30% des personnes qui ont la maladie ont des résultats négatifs, tandis que 5% des personnes qui ont des résultats positifs n'ont pas la maladie. C'est 1 sur 20. Parce que ce test n'est pas très fiable, les symptômes comme la fièvre, les frissons, une toux, un essoufflement, des difficultés à respirer, la fatigue, des douleurs musculaires ou corporelles, des maux de tête, une nouvelle perte de goût ou d'odeur, un mal de gorge, une congestion ou un écoulement du nez, les nausées ou les vomissements ou la diarrhée sont plus importants que les tests pour identifier la maladie. En fait, si vous avez la maladie, si vous avez ces symptômes et vos résultats sont négatifs, dans la plupart des milieux hospitaliers, vous serez toujours traité comme si vous aviez la COVID. Alors, nous reconnaissons que cette approche a ses problèmes. Si vous avez de la fièvre pour une autre raison, un rhume ou une grippe, alors vous serez toujours traité comme si vous aviez la COVID jusqu'à ce qu'il soit déterminé que vous ne l'avez pas, et c'est évidemment un problème.
L'expérience d'isolement social ou d'aller dans un site de quarantaine est quelque chose que personne ne voudrait subir si quelqu'un a un test positif pour la fièvre, mais en fait, n'a pas la maladie. Cependant, l'alternative, qui serait d'attendre que quelqu'un ait de la difficulté à respirer, d'attendre que quelqu'un ait une pression artérielle très basse ou une fréquence cardiaque très élevée, ou d'attendre que quelqu'un ait un faible niveau d'oxygène, oui, cela signifie que cette personne est très probablement positive pour Covid et qu'il est approprié de la mettre en quarantaine. Mais maintenant, il est très tard et on raterait un grand nombre de personnes qui ne présentent pas ces symptômes, mais qui peuvent avoir de la fièvre parce qu'elles sont au premier stade de la maladie. Les deux approches ont leurs problèmes. La question est donc, la surveillance de la fièvre est-elle efficace pour le dépistage de la COVID? En fait, c'est la recommandation du CDC de dépister quotidiennement les résidents et le logement de groupe pour la fièvre et d'autres symptômes. Si leur température est supérieure à 38 degrés Celsius ou 100,4 degrés Fahrenheit, les recommandations consistent à fournir un masque facial et une isolation ou une mise en quarantaine jusqu'à ce que le test puisse être effectué. Maintenant, nous allons parler d'une vie saine. Après un grand nombre d'individus à Freedom House, on nous a dit qu'ils étaient positifs pour Covid, même si la plupart d'entre eux ne présentaient pas de symptômes. La question était de savoir si ce virus est vraiment à l'intérieur de mon corps, y a-t-il des choses que je peux faire pour aider à le combattre? Y a-t-il des choses que je peux faire pour éviter que la situation ne s'aggrave? De plus, si je suis dans un site de quarantaine physiquement proche de ceux qui ont des symptômes et que je n'en ai pas, qu'est-ce que je peux faire pour être sûr d'être protégé? Eh bien, la réponse est de renforcer votre système immunitaire. Des experts de l'Université de l'Oregon, du Royaume-Uni, de la Nouvelle-Zélande et des Pays-Bas ont publié une étude conjointe dans la revue Nutriments, décrivant exactement comment vous pouvez renforcer votre système immunitaire grâce à la nutrition. La vitamine C joue un rôle vital dans un système immunitaire sain. Elle peut être trouvée dans les agrumes, les tomates, le brocoli, les poivrons, les légumes feuilles et les patates douces. De la vitamine D également présente dans les champignons, les œufs, le fromage, le lait et le yaourt. Le zinc est extrêmement important dans la construction d'un système immunitaire fort et sain. Il peut être trouvé dans les noix et les graines, les lentilles, les grains entiers, les pois chiches et les haricots, ainsi que les oméga 3 et l'acide DH qui peuvent être trouvés dans les poissons. Le titre dit que les suppléments de vitamines sont efficaces pour combattre la COVID-19. Cependant, nous, les professionnels de la santé, pensons que les aliments entiers fournissent une forme beaucoup plus efficace de ces nutriments à l'organisme que les suppléments qui peuvent être transformés. Alors, soyez créatifs, pensez à votre repas préféré, à une recette de chez vous et réfléchissez à comment vous pouvez le rendre riche en vitamine C, vitamine D, zinc et oméga 3 et acide DH pour rendre votre système immunitaire aussi fort que possible. L'Organisation mondiale de la santé a des choses à dire sur l'importance de contrôler ou de prévenir d'autres maladies et le rôle qu'elle joue dans la contraction de la COVID-19. Il souligne également l'importance de manger des aliments frais et non transformés chaque jour pour construire un système immunitaire sain,
déclarant également que la surcuisson des légumes et des fruits peut entraîner une perte de nutriments. Il souligne l'importance de boire suffisamment d'eau chaque jour pour vous assurer que vos reins sont forts. Manger des quantités modérées de graisse et d'huile, pas trop, pour prévenir ou contrôler l'obésité, l'hypercholestérolémie et les maladies cardiaques. Manger moins de sel et de sucre pour prévenir ou contrôler le diabète et l'hypertension. L'air frais et l'exercice, s'il est sûr et disponible, pour aider à lutter contre l'obésité et l'hypertension artérielle. Et éviter de manger à l'extérieur, ce qui contribue à la distanciation sociale et réduit la probabilité de manger des aliments riches en sel. Ce que nous savons de ceux qui ont des formes sévères de COVID-19, ils sont plus susceptibles d'avoir ces autres conditions médicales, des problèmes de reins, des problèmes avec leur système immunitaire, l'embonpoint, les maladies cardiaques, le diabète. Ceux qui sont en bonne santé et forts ont contracté la COVID-19 s'en sortent assez bien et n'ont parfois même pas besoin d'aller à l'hôpital ou de recevoir des soins médicaux. Ceux qui souffrent de certaines de ces maladies chroniques, en particulier des problèmes liés au cœur ou à l'obésité, sont plus susceptibles de se retrouver à l'hôpital, plus susceptibles de souffrir de la forme grave de la maladie et plus susceptibles de mourir. Donc, cela conclut la partie informative de notre session. Nous allons maintenant passer aux questions et réponses.